Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Bon, au niveau de mes yeux, ça va un petit peu mieux. Ça me fait encore un petit peu mal la ring light, mais ça va, je pense que je vais pouvoir tenir pour une vidéo. L'histoire que je vous propose aujourd'hui est loufoque, elle est dramatique certes, hein, mais vous le verrez par vous-même, mais elle est extrêmement loufoque. Et je me souviens que je l'avais vue sur le Netflix USA, il y a un moment déjà, et ça m'avait retourné l'estomac. L'affaire se déroule en 2009 à Long Island dans l'état de New York et elle concerne Simona Soumassar, une jeune femme qui s'apprête à vivre une succession d'événements traumatisants. Simona Soumassar est née en 1976 en Guyana au sein d'une famille de 3 enfants et c'est elle l'aînée de la famille. Et ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est que c'est une jeune femme intelligente et très ambitieuse, comme son père Ram. La famille Soumassar s'est installée aux États-Unis à Long Island dans une jolie petite maison en 1987 et Ram a ouvert sa propre entreprise de taxi en plus de travailler comme ouvrier dans une entreprise de piano. Il a toujours inculqué à ses enfants des valeurs fortes telles que le travail et la droiture. On n'obtient rien sans rien. Après l'obtention de son baccalauréat et sans aucun diplôme supérieur, Simona intègre la très prestigieuse banque américaine Morgan Stanley à Wall Street. Elle commence en bas de l'échelle, forcément, et elle est simple employée, mais au fur et à mesure, elle gravit les échelons. Sur le plan personnel, Simona a eu quelques relations et en 1998, à l'âge de 22 ans, elle tombe enceinte de sa fille Chiara après une courte aventure. Donc le papa ne fait pas partie de la vie de Chiara. Là, Simona se retrouve seule pour élever sa fille, mais ça ne l'effraie pas. Elle peut compter sur le soutien de sa famille et ça lui permet de continuer son ascension professionnelle. Elle devient même conseillère financière à la Morgan Stanley Bank. C'est pas mal. Simona, c'est une femme déterminée, elle est ambitieuse, comme je vous l'ai dit. C'est une mère célibataire qui est comblée de bonheur. Et on peut dire qu'elle a tout ce qu'elle souhaite dans cette vie. Une carrière prometteuse, des parents qui la soutiennent, une fille magnifique et un nouveau projet en tête. En janvier 2006, elle investit toutes ses économies pour ouvrir un Golden Krust. Alors un Golden Krust, c'est une franchise de restaurants spécialisée dans la cuisine jamaïcaine et ça fonctionne très bien aux États-Unis. Et à partir de là, Simona passe ses journées et ses soirées à travailler. La journée, elle est à la banque et le soir, elle chapeaute les travaux dans son restaurant qui doit ouvrir d'ici le mois de mars. Malheureusement, une semaine avant l'ouverture effective du restaurant, Ram, le père de Simona, met fin à ses jours après une longue période de dépression nerveuse. Bon, on ne sait pas précisément ce qui l'a poussé à cette dépression. La famille est anéantie, surtout Simona, qui était très proche de son père. Mais sans doute pour ne pas trop y penser, la famille Soumassar se jette à corps perdu dans le projet du restaurant. Et le Golden Krust ouvre effectivement au mois de mars, comme prévu. C'est un beau projet familial, hein. Tout le monde met la main à la pâte et ça marche. Ça marche même très bien grâce au bouche à oreille. Simona est constamment occupée entre son travail à la banque et le restaurant. Et ça ne lui laisse pas une minute pour elle. Mais au mois de juin, donc 3 mois après l'ouverture du restaurant, elle fait la connaissance d'un homme qui va bouleverser sa vie. Ce jour-là, Jerry Ramratan entre dans le restaurant, il commande, il mange, puis au moment de payer, c'est Simona qui l'encaisse. Et tous les deux sympathisent. Jerry se présente, il a 31 ans et il est inspecteur de police pour le procureur de Brooklyn. Il est lui-même un Sud-Américain, il est originaire de Trinidad et Tobago, et Jerry parle bien, il présente bien, et le courant passe entre les deux. Et à partir de ce jour, Jerry devient un habitué du restaurant. Il s'y rend régulièrement pour manger, et à chaque fois, lui et Simona discutent. Il leur arrive même de sortir, parfois, au cinéma ou pour se balader, mais seulement en tant qu'amis. Jerry est célibataire, certes, Simona aussi, mais la jeune femme ne veut pas d'homme dans sa vie, pour le moment tout du moins, puisqu'au fil des mois, la relation amicale devient sentimentale. Simona tombe amoureuse de lui. Et au début de l'année 2007, ils officialisent finalement leur relation. Ils se mettent en couple et ils l'annoncent à la famille de Simona. C'est une belle relation amicale qui s'est tout naturellement transformée en relation sentimentale. La famille Soumassar est contente pour Simona. Elle mérite elle aussi d'être heureuse en couple. Elle a fait tellement de sacrifices qu'elle a le droit de trouver l'amour à présent. En plus, Jerry c'est un bel homme, il est policier, ce qui est rassurant. D'ailleurs, à chaque fois que Simona et Jerry sortent, c'est pas rare que Jerry croise et salue des collègues policiers dans la rue ou au café, et tous semblent le respecter. La seule personne qui semble réticente vis-à-vis de cette relation, c'est la petite Chiara, la fille de 9 ans de Simona. Elle a une relation fusionnelle avec sa mère et elle ne sent pas Jerry. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez courant que les enfants développent une sorte de sentiment de possession vis-à-vis de leurs parents, surtout dans les foyers monoparentaux. Donc Simona pense que Chiara est peut-être un petit peu jalouse de Jerry et ça lui passera.
Toujours est-il que pendant un an, tout se passe bien entre Simona et Jerry. Jerry dort régulièrement chez Simona, ce qui en soi arrange la jeune femme, puisqu'elle est maman, elle ne peut pas découcher comme elle le souhaite. Et Jerry, de son côté, vit à Brooklyn, mais il loge sa mère chez lui, qui est âgée, donc il ne peut pas ramener Simona à son appartement. Mais c'est une relation stable pour Simona, elle qui vit déjà à 200 à l'heure avec son travail. Jerry est gentil, mais il la soutient quand elle en a besoin, il est réconfortant, c'est limite l'homme idéal. Sauf que, à la fin de l'année 2008, alors que Simona est à son restaurant, elle reçoit un appel très bizarre. À l'autre bout du fil, il y a une femme qui lui demande si elle s'appelle bien Simona Soumassar. Là, Simona lui répond que oui. Là, la femme lui révèle que Jerry est son mari et qu'il est le père de ses 2 enfants. Elle ajoute qu'il vit en grande partie chez sa mère qui réside à Brooklyn, donc Jerry n'a pas d'appartement à Brooklyn, c'est l'appartement de sa mère, mais lui et cette femme sont bel et bien mariés et ce n'est même pas la première fois qu'il la trompe. Simona est choquée, d'autant que la femme à l'autre bout du fil lui apprend que Jerry n'est pas non plus enquêteur de police. Il s'est inventé une vie. Le badge qu'il porte constamment sur lui n'est pas un vrai badge. Jerry est en fait un informateur de la police qui possède une petite société de sécurité, d'où sa familiarité avec les policiers qu'il croise dans la rue. Simona raccroche, elle confronte Jerry qui se trouve lui aussi au restaurant et au départ il nie. Non, c'est pas vrai, je suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, mais Simona insiste, elle va de toute façon découvrir la vérité, donc autant qu'il soit honnête avec elle. Et là, il lui dit qu'en fait, il est effectivement marié avec cette femme, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Il va tout lui expliquer. Il lui raconte qu'il est effectivement marié depuis plusieurs années, qu'il a des enfants avec cette femme, mais qu'ils sont séparés depuis un petit moment déjà, et que dans la mesure où cette femme n'a pas ses papiers, il ne peut pas la quitter, on va dire officiellement, parce que s'il fait ça, il n'obtiendra pas sa carte de résidence. Donc, Jerry se retrouvera séparé de ses enfants d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il fait, et quelque part, c'est par pur humanisme. Bon, les gars, Simona, c'est une femme qui s'est toujours débrouillée seule, elle est très dégourdie, elle a monté sa propre entreprise, elle a une vie plutôt bien remplie, donc non, hors de question qu'elle se prenne la tête avec un mythomane qui s'est carrément inventé une vie d'enquêteur de police. Donc elle met fin à la relation. Mais en toute courtoisie, elle ne veut pas de scandale ou d'embrouille, elle veut simplement qu'il dégage de sa vie. Et il accepte. Les jours, les semaines, les mois passent, et quelques mois après la rupture, Simona contacte Jerry et elle lui demande de lui rendre les clés de son appartement. Elle lui avait remis un double, puisqu'il dormait parfois chez elle, et à présent, pour formaliser la rupture, elle veut les récupérer. Et Jerry accepte, il lui dit « Ok, je te les déposerai à l'occasion ». Le dimanche 8 mars 2009, Simona est chez elle, toute seule, et on frappe à la porte. Elle va pour ouvrir, et là, elle tombe sur Jerry. Et quand elle le voit, son premier réflexe, c'est lui demander ce qu'il veut. Elle a été claire, elle ne veut plus le revoir. S'il voulait lui déposer les clés, il avait qu'à les mettre dans la boîte aux lettres ou les déposer à son restaurant. Là, Jerry lui dit que oui, il veut effectivement lui rendre ses clés, mais il veut également avoir une petite conversation avec elle. La façon dont ils se sont séparés, voilà, ça ne lui a pas plu et il aimerait bien pouvoir mettre les choses à plat. Simona accepte, elle ne voit pas le danger, elle se dit « Ok, c'est un mythomane, il va certainement me sortir une histoire un petit peu fantastique. » Mais bon, si ça peut permettre qu'ensuite il parte à tout jamais, ok. Elle lui ouvre la porte et au moment où elle se retourne pour se diriger dans le salon, il la saisit par la tête et il la jette au sol. Là, il la ligote, il lui met un bout de scotch sur la bouche, puis il la supplie de le reprendre. Il lui dit que sans elle, il n'y arrive pas et que si elle refuse de se remettre avec lui, il mettra fin à ses jours. Et Simona est terrifiée. Elle est seule chez elle, Jerry est grand, il est très imposant et il a son arme sur lui. Elle peut la voir. Et elle s'imagine le pire scénario dans sa tête. Jerry va la tuer, il va ensuite se donner la mort, sa famille va découvrir son corps dans une mare de sang. Mais non, Jerry a prévu autre chose. Il saisit violemment Simona, il la traîne dans la cave et là il la dresse sexuellement. Une fois qu'il a terminé, il se met à pleurer et il la supplie de lui pardonner. Il lui demande de ne surtout pas porter plainte, puis il repart de chez elle, comme si de rien n'était. Après le départ de Jerry, Simona contacte aussitôt la police. Elle est choquée, elle est dégoûtée, mais il est hors de question qu'elle le laisse s'en sortir après ce qu'il lui a fait. Et la police arrive très rapidement sur place. Simona est conduite à l'hôpital pour effectuer un kit de viol, tandis qu'un mandat d'arrêt est lancé contre Jerry. Mais il se rend de lui-même à la police, puisqu'il a été informé de ce mandat d'arrêt. Il est incarcéré, il est mis en examen pour viol, mais il est ensuite relâché puisque sa mère lui paye sa caution qui s'élève à 150 000 $. Et c'est précisément ce qui va accélérer le cauchemar de Simona.
Le procès de Jerry est prévu pour l'année suivante, c'est très long, et pendant plusieurs mois, Simona est harcelée par l'entourage de Jerry qui lui demande de retirer sa plainte. C'est tellement intense qu'elle dépose une autre plainte et elle obtient une injonction d'éloignement qui vise Jerry et tous ses proches. Mais Jerry a une petite idée derrière la tête. Les jours, les semaines, les mois passent et le 21 mai 2010, soit 3 mois avant le procès de Jerry, Simona sort de son restaurant pour déposer une commande chez l'un de ses amis qui vit à quelques kilomètres du Golden Krust. Mais alors qu'elle roule, elle est prise en chasse par une voiture de police. Et lorsqu'elle s'arrête, elle est menottée et conduite dans un commissariat de Long Island. C'est une île dans l'état de New York. Et Simona ne comprend pas ce qu'il se passe au départ, puisque les agents de police ne lui répondent pas quand elle leur pose la question. Elle est ensuite conduite dans une salle d'interrogatoire au poste de police, et là on l'interroge pendant plusieurs heures sans lui dire ce pourquoi elle a été arrêtée. On lui demande de confesser ce qu'elle a fait. Mais Simona n'en a aucune idée. Et après plusieurs heures d'interrogatoire, une enquêtrice du nom de Marissa Vallée rentre dans le bureau et elle lui explique qu'elle est la principale suspecte dans une affaire de vol à main armée aggravée. Et les plaignants l'ont reconnue. Entre septembre 2009 et mai 2010, 3 personnes ont déposé plainte à la suite d'une agression assez singulière. Ces personnes circulaient en voiture de nuit, puis quand elles ont été à l'arrêt, une femme qui portait un badge de police s'est précipitée vers eux avec une arme à la main. Cette femme leur a ensuite volé leur portefeuille et des bijoux avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule avec un complice non identifié. Et l'une des victimes a fourni un numéro de plaque d'immatriculation complet et il correspond au véhicule de Simona. En plus de la description physique qui lui correspond également. Simona écoute cette histoire, elle est complètement choquée, mais elle fait aussitôt le lien avec Jerry. Jerry, c'est ex de l'enfer qui se faisait passer pour un policier et qui est en attente de son procès. Jerry qui risque de nombreuses années de prison si Simona témoigne contre lui. Simona raconte à l'agent Marissa Vallée toute l'histoire. Elle lui parle de Jerry, elle lui raconte l'histoire de l'agression, elle lui dit que c'est un homme extrêmement dangereux et l'agent Vallée la croit tout de suite. Le problème, c'est que les 3 plaintes ont été déposées dans 2 juridictions différentes, le comté de Nassau et la ville de New York. Et l'agent Vallée peut intercéder dans le dossier concernant la plainte dans le Queens, donc à New York, mais elle n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit pour le comté de Nassau. Et ce que Simona risque, si elle est reconnue coupable, c'est 50 ans de prison. On parle de vol aggravé au premier et second degré, usurpation d'identité et menace au 2e degré. Lorsque Simona comparaît devant le juge le lendemain, elle pense que le juge va ordonner sa relâche parce qu'elle se dit que voilà, cette histoire elle a tellement ni queue ni tête que le juge va réaliser que tout ça c'est une mascarade, que ça n'a pas de sens. Mais non, sa caution est fixée à $1 million, une somme que la famille Soumassar est bien évidemment incapable de payer. Simona est envoyée en prison jusqu'à ce que la date de son procès soit fixée. Et autant vous dire que c'est le choc pour la famille Soumassar. Si Simona est reconnue coupable, comme je vous l'ai dit, elle risque de finir sa vie derrière les barreaux et cette condamnation nuira gravement lors du procès de Jerry puisque sa crédibilité sera remise en question, forcément. Là, c'est une course contre la montre qui se joue. La famille Soumassar prend contact avec Anthony Grandinette, c'est un avocat pénaliste qui est spécialisé dans les affaires impliquant des personnes accusées à tort. La première chose qu'il fait, c'est qu'il envoie une requête au tribunal afin de repousser le procès de Jerry. Puisque, comme je vous l'ai dit, si Simona est déjà condamnée au moment de l'ouverture du procès de Jerry, voilà, sa crédibilité, ce sera 0. Donc une fois qu'il a fait ça, il se plonge dans le dossier de Simona et il reprend toute la chronologie de l'affaire des braquages grâce aux procès-verbaux. Alors, la première plainte remonte au 15 septembre 2009 à New York. Un individu du nom de Rajive Mohanlan avait affirmé qu'une femme avait stoppé son véhicule la nuit, elle avait un badge de policier autour du cou et elle avait pointé une arme dans sa direction. Elle lui avait volé son portefeuille et elle s'était sauvée avec son complice. Rajive l'avait décrite, il avait dit qu'elle était mate de peau, petite et avec de longs cheveux noirs. Des agents de police à l'époque avaient enquêté, mais ça n'avait mené nulle part. La deuxième plainte date du 2 mars 2010 vers 1h30 du matin dans le comté de Nassau. Terrell Lovell a expliqué qu'une femme typée indienne et petite de taille avait stoppé son véhicule en pointant une arme dans sa direction. Elle avait un insigne de police, elle l'a menotté, puis elle lui a volé sa montre, sa bague et $100. Terrell était parvenu à fournir un morceau du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule conduit par la voleuse et son complice. La troisième plainte date du 19 mai 2010 à New York. Ce soir-là, Luz Johnson a contacté la police en pleurs pour signaler un braquage à main armée similaire aux 2 précédents. On lui a volé $1 400. Elle a fourni la même description physique que les 2 victimes précédentes et un numéro de plaque d'immatriculation complet, la plaque d'immatriculation du véhicule de Simona. C'est de cette façon que les agents de police ont fait le lien entre les braquages de Terrell Lovell et Luz Johnson,
puis avec le braquage de Rajivé Mohanlan, puisqu'il s'agit du même mode opératoire et de la même description physique de la braqueuse. L'avocat de Simona, Anthony Grandinette, veut d'abord s'assurer que sa cliente avait bien un alibi au moment des braquages. Et pour celui de Luz Johnson, c'est le cas. Elle se trouvait dans un casino dans le Connecticut, soit à plus de 150 km du lieu du braquage. Et elle a été filmée par les caméras du casino toute la soirée. D'ailleurs, même son téléphone portable a borné dans le casino toute la soirée. Simona a un alibi en béton pour ce braquage. Pourtant, lors d'une audience préliminaire en juin, le juge rejette l'alibi de Simona au motif que les images du casino sont de mauvaise qualité et que le bornage du téléphone ne signifie pas que c'est Simona qui est en possession de son téléphone. Ça, c'est quand même fou, et Simona, de son côté, est convaincue que c'est Jerry qui se cache derrière toute cette histoire, et que le juge va bien se rendre compte à un moment donné que c'est une mascarade. Ce que son avocat fait, c'est qu'il écrit une lettre au procureur pour lui demander l'accès au relevé téléphonique des 3 victimes pour s'assurer qu'elles ne se connaissent pas, et surtout qu'elles ne sont pas en contact avec Jerry. Sa demande est rejetée sans aucune raison. Simona est désespérée, elle a tout perdu à la suite de son arrestation, son restaurant a été fermé, sa maison a été saisie par la justice, elle est ruinée. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que du côté de New York, un ami de Jerry, qui est également un indicateur de la police, est sur le point de la rejoindre sur le banc des accusés. Mais avant ça, petit retour en arrière. Quelques jours après l'arrestation de Simona en mai 2010, un ancien ami de Jerry, que l'on va appeler David pour préserver son anonymat, boit son café devant les infos télé lorsqu'il tombe sur un flash info qui parle de l'arrestation de Simona. Et quand David voit ça, il pose sa tasse de café et il fait directement le lien avec Jerry. David et Jerry se connaissent depuis quelques années, ils sont bons copains, ils sortent souvent ensemble pour aller boire un verre ou pour manger un morceau au restaurant de Simona. Et lorsque Jerry s'était mis en couple avec Simona, il en avait bien sûr parlé à David. C'était plutôt valorisant pour lui. Simona, c'est une belle femme, elle a son propre restaurant, elle est blindée de qualité. Bref, Jerry la voyait comme une sorte de trophée. Et David, lui, était au courant que Jerry n'est pas policier, qu'il est marié et que c'est un homme infidèle qui multiplie les relations. Mais bon, voilà, c'était son copain, il lui en tenait pas vraiment rigueur. Ils s'entendaient bien, ils passaient quelques soirées ensemble dans des bars à boire des verres. Et David est lui-même un informateur de la police. Donc ils avaient des liens assez étroits, quoi. Toujours est-il que quelques mois après que Jerry a agressé sexuellement Simona et qu'elle a déposé plainte, Jerry a contacté David et lui a dit « Ouais, écoute, faudrait qu'on boive un verre tous les deux dans un bar, qu'on passe la soirée ensemble. » David l'a rejoint dans le bar, donc là ils ont commencé à boire, à discuter. Et là Jerry lui a expliqué que lui et Simona n'étaient plus ensemble parce que Simona avait découvert qu'il était en fait marié, qu'il avait des enfants. Et elle menaçait de monter un plan machiavélique contre lui pour qu'il perde la garde de ses enfants, pour que ses enfants soient retirés par les services sociaux. Et Jerry explique à David qu'il est complètement catastrophé, qu'il ne comprend pas pourquoi elle se comporte comme ça, mais qu'il faut qu'il trouve un plan de contre-attaque. Et là, il demande à David de l'aider à faire un faux témoignage contre Simona. David devait appeler la police et dire qu'elle l'avait braqué avec un faux badge de police et une arme à feu. Le but, d'après Jerry, c'était d'entacher la crédibilité de Simona pour que les services sociaux ne leur retirent pas leurs enfants à lui et son épouse. Mais David a refusé. Il était hors de question qu'il trempe dans un truc pareil. Après leur conversation et leur soirée dans ce bar, Jerry lui a demandé de le déposer chez un ami à lui, Rajivé Mohanlan. Ce nom vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? C'est la première victime. David et Jerry se rendent chez Rajivé, et là, Jerry et Rajivé ont une conversation durant laquelle Jerry demande à Rajivé de l'aider à monter son plan contre Simona. Et David explique qu'il n'a pas vraiment pris ça au sérieux. Voilà, pour lui, c'était uniquement des paroles en l'air, jusqu'à ce qu'il voit le flash info concernant l'arrestation de Simona. À partir de ce moment, il a compris que Jerry était un homme qui était capable de tout, que c'était un homme très dangereux, donc il a pris ses distances. Mais il n'avait pas prévenu les autorités à l'époque. Ce qu'il se passe, c'est que 5 mois après l'arrestation de Simona, soit en octobre 2010, tandis qu'elle est incarcérée et que son avocat se démène pour tenter de la sortir de prison, David se rend dans un bar avec des amis dans le Queens. Et là, il tombe sur le copain de Jerry, Rajivé Mohanlan. Là, forcément, David s'est souvenu de la conversation qu'il avait eue avec Jerry, il s'est souvenu de la conversation entre Jerry et Rajivé et l'arrestation de Simona.
Donc David va voir Radjivé et il lui parle de l'affaire de Simona. Il lui demande de se dénoncer à la police, sinon il le fera lui-même. Et Radjivé accepte. Mais en sortant du bar, il appelle Jerry pour lui reporter sa conversation. Et là, Jerry a eu une idée. Il demande à Radjivé de déposer plainte contre David pour menace. Il faut que Radjivé dise que David est le complice de Simona. Et c'est ce que Radjivé fait. Il dépose plainte. David est aussitôt convoqué au poste de police. Là, quand on lui parle des menaces qu'il aurait proférées, il raconte toute l'histoire, le complot contre Simona, le fait que Jerry a essayé de l'engrainer dans cette histoire. Mais la police le met en état d'arrestation pour menace et subornation de témoins. Mais qu'est-ce que c'est que cette police new-yorkaise? Donc là, David est envoyé en prison en attendant son procès et il risque minimum 8 ans de prison. C'est Kafka, les gars. David prend un avocat pour préparer sa défense et entre-temps, lui aussi perd son travail, forcément. Et là, à ce moment, Simona est toujours incarcérée, lui est incarcéré et ça s'annonce très très mal pour eux. Mais le 1er décembre, donc 2 mois après l'arrestation de David, une femme du nom de Sophia Lewis se rend au bureau du procureur du comté de Nassau. Elle a des révélations à faire concernant Simona Samoussar. Sophia déclare que récemment, elle a fréquenté pendant quelque temps un homme du nom de Jerry Ramratan. Et elle a entendu et vu des choses très étranges. Elle raconte qu'il lui a parlé d'un complot qu'il était en train de monter contre son ex qui tentait de le piéger. Sophia affirme qu'il n'y a jamais eu de braquage. Jerry connaît les 3 victimes. D'ailleurs, Radjivé est son cousin, le cousin de Jerry. Et elle affirme que Jerry a menacé Radjivé. S'il ne participait pas au coup monté avec lui, il s'en prendra à sa famille. Et concernant Terry Lowell et Luz Johnson, Jerry leur a proposé $20 000 pour participer au braquage. Cela dit, Sophia n'en sait pas plus. Bon, là, ça permet quand même de voir les choses sous un autre angle. On peut dire que c'est la Providence qui envoie Sophia. D'ailleurs, après ces déclarations, le bureau du procureur lance une enquête. Et ce que les enquêteurs découvrent, c'est que d'une part, Jerry est un informateur qui travaille pour plusieurs unités de police de New York. Et que d'autre part, il est effectivement en contact avec les 3 présumées victimes. Les 4 suspects sont interpellés et les 3 fausses victimes acceptent de témoigner contre Jerry en échange d'un arrangement avec le procureur. Et ce qu'il est important de souligner, c'est que Jerry a profité de son expérience avec la police pour monter son plan. Il a fait en sorte, par exemple, que la première fausse victime ne donne pas énormément d'informations sur la braqueuse pour que ça paraisse crédible. Puis la deuxième fausse victime a seulement donné une partie de la plaque d'immatriculation. Puis la 3e fausse victime, la plaque d'immatriculation complète. Et petite parenthèse, Terry Lowell et Luz Johnson n'ont jamais reçu les $20 000 promis par Jerry. Le 2 décembre 2010, Simona est remise en liberté après 7 mois d'incarcération. Et entre-temps, elle a tout perdu sur le plan financier. Comme je vous l'ai dit, elle a été ruinée puisque les frais judiciaires sont exorbitants aux États-Unis, comme chacun le sait. Les charges ont également été abandonnées contre David. Vous savez, l'ancien ami de Jerry qui avait été emprisonné pour menaces et subornation de témoins. Le procès de Jerry Ramratan s'est ouvert en novembre 2011. Il s'est déclaré innocent de toutes les charges retenues contre lui, mais il a été reconnu coupable de viol, de complot, de subornation de témoins et de faux témoignages. Il a été condamné à 25 ans de prison pour le viol et 7 années additionnelles dans l'affaire des faux braquages. Il a fait appel en mars 2015, mais sa requête a été rejetée. Simona, de son côté, a déposé plainte en décembre 2011 contre le comté de Nassau et contre l'inspectrice qui avait procédé à sa mise en examen au mois de mai 2010. L'affaire a énormément traîné en longueur, mais finalement, en 2018, le comté lui a reversé $2 millions de dommages et intérêts. Voilà tout pour l'histoire de Simona Samoussar. Cette mère de famille célibataire qui s'est retrouvée derrière les barreaux après un viol à cause d'un ex de l'enfer. Bon, les gars, que vous dire si ce n'est que j'avais tellement la rage quand j'avais vu cette affaire à l'époque parce que j'arrivais pas à y croire. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est une blague, c'est un prank. Et en fait, non, c'est pas un prank. Et je me suis dit, mais comment c'est possible en fait d'être aussi incompétent ? Parce que apparemment l'arrestation de Simona, c'est en grande partie à cause de l'inspectrice du comté de Nassau qui a pas voulu faire les vérifications complémentaires. Et il y a aussi un truc qui m'a bien foutu le seum, c'est le fait qu'on n'ait pas donné accès au relevé téléphonique à l'avocat de Simona. Il les avait demandés au bureau du procureur et on lui a refusé. On refuse également l'alibi de Simona alors que on peut pas faire plus là, elle est sur des images, vous voulez quoi de plus ? Ah vraiment, cette histoire, elle m'a foutu le seum. Et en fait, je me suis rendu compte que genre quand on est quand on est lancé genre dans la procédure judiciaire et qu'on est désigné coupable, après c'est foutu. Genre c'est trop compliqué de pouvoir s'en sortir à moins d'avoir un bête d'avocat.
Mais bon, qu'est-ce qu'un bête d'avocat aujourd'hui? C'est ça, hein, la question que je me pose. Sinon, vous, n'hésitez pas à mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Et je suis grave contente parce que ça va au niveau de mes yeux. Franchement, je pensais que ça allait être pire. Mais en fait, non, ça va, ça me fait pas hyper mal. Juste, ça m'éblouit un peu. Mais je pense que d'ici 2 ou 3 jours, mon infection, c'est bon, ce ne sera que du passé. J'ai vraiment hâte. Parce que vraiment, je peux vous dire que là, moi, niveau santé, depuis quelques années, c'est folklorique, hein. Vraiment, c'est pas des lol. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir passer à autre chose. Et ma foi, je pense que je vais m'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.